Et salut tout le monde, aujourd'hui je reçois Smokey de Berachain pour parler un peu de son développement, comment c'est arrivé là et quels sont les plans futurs pour la blockchain. Salut Smokey, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. J'ai parlé un peu de français, mais pas beaucoup. Mais je pense que je peux parler un peu, mais pas bien. Je m'attendais pas à ça. Yeah, no, I'm Canadian, Je suis canadien, donc au moins tu sais, j'ai dû passer assez de temps à apprendre et à parler français dans mes jeunes années. Je suis assez nul aujourd'hui et je pense que mon français est meilleur quand je suis genre ivre maintenant, ce qui est peut-être moitié confiance et moitié vieux souvenirs qui reviennent. Mais je suis largement retraité en français, mais je vais bien et toi? Oui, très bien, je suis très heureux de t'avoir ici. On n'a pas de questions sur Berachain ces jours-ci, donc c'est parfait. En plus, on a eu le Proof of Liquidity en direct hier, donc le timing est parfait. Je pense que tout le monde ne te connaît pas. Peux-tu te présenter toi-même, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a poussé à créer aussi Berachain? Ouais, bien sûr. Un peu de contexte, je suppose. J'ai toujours été une sorte de builder, d'allocateur de capital pour la plupart de ma carrière. J'ai commencé dans un monde très différent, principalement en biotech et en découverte de médicaments pharmaceutiques, et j'ai bâti ma première entreprise dans ce domaine. Puis j'ai travaillé dans le capital risque pendant un temps. Je bossais surtout sur des projets early stage en tech dur, genre de la biotech, des deals pré-IPO, des SPAC, ce genre de choses dans cette période de 2020-2021. Et j'ai été dans la crypto depuis 2015-2016 quand j'étais juste en train de jouer avec Ethereum et Bitcoin pour m'amuser sur le chemin. Donc en bref, je dirais que mon parcours a toujours été de construire des trucs ou d'aider d'autres gens à construire des trucs. Et la crypto semblait être un espace assez excitant pour pouvoir le faire dans ces mêmes limites. Ok, je pense qu'à l'origine, Bera vient d'une collection de NFT. J'étais pas là à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment as-tu bâti une communauté? Car je crois que tu fus l'un des premiers à lancer un NFT et avoir une communauté avant ça. Alors que s'est-il passé? Yeah. Écoute, je pense que tu sais, la manière dont on le voit, c'est que ça a débuté très clairement comme un heureux hasard, dans le sens que Berachen, très clairement, ça a commencé comme quelque chose qui était là juste pour le fun. On avait passé un tas de temps différents dans des Discord, et en gros, on passait du temps dans le monde de la DeFi, si tu veux, dans des projets moins orientés NFT, mais en même temps, on voyait un tas de trucs cool et intéressants se passer du côté des NFT. C'était pendant l'été 2021. Donc tu avais différentes entreprises comme Parallel qui ont commencé à faire passer les NFT de simples 10 000 images de singes, tu vois, à des choses avec une utilité, plus de valeur, si tu veux. Et on trouvait ça très funky. Donc on a juste décidé de franchement s'amuser et faire un projet NFT principalement destiné à un tas de ces communautés DeFi avec qui on traînait pour rire et s'amuser plus qu'autre chose. Il n'y avait pas de grande vision ambitieuse à ce moment-là. C'était juste comme, on va s'éclater, on va faire un NFT et voir où est-ce que ça nous mène. Donc on avait 100 NFT d'ours fumant de l'herbe, qu'on appelait les Bong Bears. Et avec le temps, on s'est éloigné du côté fumant de l'herbe car c'était pas le meilleur pour l'adoption, c'était juste marrant. Et on a en gros décidé à un moment, après assez de retour de la communauté initiale, de voir ce que ça pourrait donner, d'avoir ces groupes avec plus de mécanismes. Donc on s'est dit, ok, on pourrait juste finir par sortir plus de NFT, où on pourrait trouver un moyen de les faire multiplier avec le temps, et on pourrait dire, ok, cool, tu avais un ours de cette collection, maintenant tu en as un deuxième de la prochaine collection gratuitement, et si tu as ces deux-là, alors tu en auras deux de plus, etc., etc. Donc avec ces quatre-là, tu en auras quatre autres de plus. D'un côté, tu sais, en augmentant la valeur des plus anciens détenteurs et en augmentant l'offre, en la rendant moins rare et en permettant à de nouvelles personnes d'entrer avec le temps. Et en faisant ça, on a en gros accidentellement bâti une communauté de quelques milliers de gens qui étaient à la fois très portés sur le risque, prêts à s'amuser avec des NFT d'ours qui se multiplient de façon marrante, mais qui étaient aussi assez sophistiqués, surtout comparé à la foule normale dans la crypto, car ils venaient de ces protocoles DeFi de pointe en grande partie. Et je dirais qu'il y a probablement un ratio 80-20 entre ceux qui sont là pour les NFT et ceux qui sont là pour les mécanismes de liquidité et purement pour l'art. Donc je pense que c'est un peu ce qui a permis
à ce noyau initial de Berachain de se former quand on a commencé à parler à ces gens et à dire hey, quelles sont les choses que vous voudriez voir exister on-chain, quelles sont les choses que vous pensez qui pourraient être utiles et mieux faites. Et beaucoup de gens pensaient hey, je finis par staker avec Lido, est-ce que je mets mon capital dans un prêt, etc. Et les gens voyaient les apps se construire et ils disaient que il manquait quelque chose comme des subventions. Donc je pense que ça a un peu donné les bases du proof of liquidity. Ok, je comprends. Et pour simplifier, que serait votre objectif final? Ce serait d'avoir le plus grand L1 EVM accès sur de la DeFi ou quelque chose comme ça? Ouais, je dirais pas vraiment que tout tourne autour d'être axé sur la DeFi, mais être la chaîne la mieux adaptée pour ceux qui cherchent à construire quelque chose de nouveau et d'intéressant. Il y a bien sûr un focus initial très peu trivial ou peu de product market fit dans la DeFi où il y a des rendements très clairs et des choses faciles à comprendre où tu peux dire ok cool ma pool gagne X%, maintenant ma pool gagne 1,1, 1,2 ou peu importe ce que ça peut être avec l'aide du proof of liquidity. Mais je pense que le plus grand truc est en fait le simple fait que la chaîne est construite dès le départ pour inciter et diriger la valeur vers les applications, ce qui est vraiment la différence entre tous les autres écosystèmes. Car je pense qu'il y a différentes incompréhensions autour du proof of liquidity et on peut faire un meilleur boulot d'éducation ici aussi. Certains pensent que c'est comme des récompenses externes imprimées ou n'importe quoi. Certains pensent en gros que c'est insoutenable, au-delà de la portée d'un L1 normal. Et la différence, c'est que dans la plupart des L1, les récompenses de blocs, ton inflation, vont vers le paiement des validateurs et leurs stakers. Dans Berachain, bien qu'il y ait encore une petite quantité qui va vers les validateurs, genre 1-2%, la vaste majorité des émissions vont en fait vers l'écosystème lui-même, en termes de ses applications et des utilisateurs. Ce qui fait donc de Berachain que l'inflation est dirigée dans l'écosystème. Et ensuite, l'inflation permet aux applications de tirer parti de ça pour amorcer leur propre liquidité, leur propre cas d'usage. Donc, on pense que c'est assez significatif, car ça peut vraiment dire que les applications vivant sur la chaîne ont une meilleure chance de réussir et de franchir ce gap de 0 à 1, que la plupart des autres applications n'arrivent pas. Donc, Berachain, c'est un peu l'endroit où la meilleure DeFi vit, mais aussi le meilleur endroit où les meilleures applications RWA et applications grand public peuvent exister. C'est tout aussi important. Ouais, j'aime dire que c'est comme si tu mettais la couche applicative au milieu de la couche de consensus. Mais je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que le POL, Proof of Liquidity, est vraiment la chose centrale dans Berachain. Peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est si important, pourquoi c'est une innovation. Pourrais-tu, tu sais, expliquer un peu pourquoi c'est aussi intéressant et pour toi ce qu'on pourrait voir Ouais, à je vais l'avenir? dire plusieurs choses différentes. D'un côté, genre la raison pour laquelle c'est excitant pour moi, c'est que je pense que le problème que la plupart des applications finissent par rencontrer à un moment dans leur vie ou dans leur existence est un mélange de deux choses. Un, c'est genre comment on finit par avoir de la liquidité pour que les gens puissent entrer et sortir de leur token. D'un côté, il y a un moyen de faire ça via des exchanges centralisés, qui sont par nature un peu plus problématiques, accessibles seulement à un sous-ensemble de gens, mais qui viennent aussi avec leur propre frais de listing ou peut-être des exigences plus poussées, et qui ne peuvent donc pas être là pour chaque projet différent. Donc, en deux, c'est juste qu'en gros, les gens doivent aussi trouver comment amorcer les utilisateurs et comment faire en sorte que les gens utilisent les produits DeFi. Et dans bien des cas, c'est presque une question d'énergie d'activation. C'est comme quelle est la masse critique de gens qui doit arriver ici et quelle est la masse critique de capital qui doit entrer dans l'application pour rendre ce trade efficace ou pour faire en sorte que ce protocole perce un peu. Et je pense que Berachain aide vraiment à résoudre ce problème de démarrage à froid pour différentes applications, car on peut inciter à peu près n'importe quelle action qui résulte en un token stakeable. Et c'est là que ça devient intéressant, car je pense que la plupart des gens pensent ok, proof of liquidity, juste DeFi, non? Et il y a plein de cas d'usage différents en DeFi. Cependant, le proof of liquidity sert vraiment pour que chaque action soit conditionnée. Donc tu pourrais en gros mettre en place un système où quelqu'un joue à un jeu pendant X heures et gagne un token. Et ensuite, c'est en fait quelque chose qui va être incité via le proof of liquidity. Tu pourrais mettre en place un truc où quelqu'un interagit avec un appareil DeFi plusieurs fois. Tu pourrais faire un truc où, dans un sens plus trading, c'est pas juste ok, je fournis de la liquidité à cette pool, ça peut être aussi je traite des produits perpétuels et j'ai généré X volume et
Y frais pour le protocole, donc je reçois ce token. Et ce token a des émissions qui sont dirigées vers le token. Donc il y a plein de façons différentes d'appliquer le Proof of Liquidity comme vecteur de croissance pour différentes choses dans l'écosystème, et on pense que ça peut être assez important, surtout quand c'est utilisé pour lancer des processus qui peuvent trouver leur propre point de cash flow positif ou leur propre point de durabilité, notamment par les frais générés par les usages d'applications. D'accord, personnellement, j'adore cela. Mais j'ai vu certains, tu sais, juste pour jouer l'avocat du diable, bien sûr, j'ai vu des avis sur Twitter, disons que peut-être le consensus n'a pas besoin d'être complexe, mais il devrait être très simple. Leurs avis, c'est que ça rend juste les choses pires. Non, plus tu ajoutes, plus ça devient pire. Quel est ton avis? En termes de complexité ou d'absence de complexité? Bien sûr, OK. Et je pense que ça doit aller dans les 2 sens, pour être honnête, car je pense que ce que la plupart des écosystèmes souffrent dans un sens extractif, c'est qu'ils ont ces validateurs ou des apps, peu importe, qui se contentent de se poser et ensuite ils finissent juste par se poser et oublier, extraire, dumper, rincer, répéter, et cetera. Ce n'est pas une déclaration générale. Il y a certains validateurs ou certaines personnes qui sont très positives, nettes pour un écosystème et construisent plein d'outils et de logiciels qui font beaucoup de bien pour l'écosystème. Cependant, il y a un groupe assez significatif qui, à un niveau connu, utilise ça pour obtenir une grosse délégation ou un gros stake de la fondation et ensuite dump les récompenses sur les gens, par exemple. Je pense que les actions, ou je pense que les mécanismes qui lient en quelque sorte le destin de l'écosystème et sa croissance au final au destin des gens qui sécurisent la chaîne peuvent être utiles dans une certaine mesure. Car je pense que la participation active est une des choses qui est le moins efficacement incitée dans la crypto. Oui, tu peux faire des trucs où c'est genre, je me connecte tous les jours et je réclame des récompenses pour ci ou ça, mais ça finit souvent par être assez trivial. Cela dit, je crois que la vraie réponse est de trouver des moyens de permettre aux utilisateurs intéressés ou aux parties intéressées dans cette équation d'obtenir le meilleur des deux mondes en termes de solutions simples, en un clic ou d'optimiseurs qu'un validateur pourrait exécuter, qui dit «Eh mec, ça va automatiquement allouer aux vaults les plus rentables» ou «ça va automatiquement allouer aux stratégies de vault les plus à faible risque» ou des trucs comme ça. Et c'est un peu ce qu'on sait, que des équipes de l'écosystème et notre équipe ont travaillé dessus à différents moments pour que disons que quelqu'un n'est pas super calé en DeFi ou super calé en mécanisme et il peut quand même avoir une option facile. Ça ne veut pas dire que tu déposes et tu oublies, mais ça veut dire que les incitations sont globalement alignées avec l'écosystème. Ça demande juste peut-être un peu moins d'efforts pour démarrer et je pense que c'est sain. C'est genre, on fait de notre mieux ici, mais c'est aussi un écosystème complexe. Donc construisons des solutions plus simples qui accomplissent cette même attention avec moins d'étapes requises de la part de l'utilisateur final. Je vois. Et tu parles aussi des validateurs qui obtiennent tout. Je me demande quel est ton avis sur la MEV. Es-tu plus du côté des applications qui devraient la récolter ou plus selon la vision de Solana? Je pense que ça devrait totalement aller aux applications. Je pense pas que ce soit le cas. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ce qui est intéressant avec Berachain, c'est que c'est EVM compatible. Je n'ai pas vu d'autres blockchains comme celle-ci. Pourquoi est-ce que c'est important? Ouais, alors quelques raisons. Déjà, premièrement, c'est en gros que, tu sais, on a vu plein de chaînes qui prétendent être EVM compatibles. Et EVM compatible, c'est une super base initiale. Tu peux utiliser Solidity, peut-être que tu peux aussi déployer beaucoup des mêmes trucs sur que ce que tu trouves sur un mainnet d'Ethereum ou certains Layer 2, etc. Le problème, c'est la nuance. Dans bien des cas, il y aura des différences dans divers EIP et différents ZOPI codes dans des implémentations plus particulières de l'EVM qui peuvent être assez difficiles et assez différentes pour les constructeurs d'applications à gérer. Beaucoup de ça vient du fait que les outils de développement et l'automatisation
réduisent les frictions pour quelqu'un qui veut construire. Mais à un moment, envisager de maintenir notre propre fork de l'EVM, je pense que c'est très probable qu'à un moment dans le futur, quand on fera plus d'outils spécifiques au Proof of Liquidity, qu'on finisse par le faire. Mais à mon avis, c'est qu'en ce moment, notre but est de rendre ça aussi facile que possible pour un développeur qui est déjà familier avec l'écosystème EVM dans son ensemble, de déployer quelque chose sur Berachain. Et la meilleure façon de le faire, c'est en fait de tirer parti du travail que la fondation Ethereum et d'autres contributeurs à la recherche d'Ethereum font, dans le sens que ça nous permet d'exécuter des clients Ethereum non modifiés avec Comet BFT pour notre consensus en coulisses. Donc ça nous permet d'obtenir le meilleur des deux mondes. Des blocs time plus rapides, de la compatibilité native avec Ethereum. Et l'autre raison pour laquelle ça devient assez intéressant, c'est que ça permet à toutes les solutions de scaling de venir s'ajouter également, comme on le fait sur l'Ethereum Mainnet en fait. Ce qui fait que c'est aussi intéressant d'un point de vue purement vertical et même juste en termes de propreté de la couche d'exécution, de la même pool, etc. Tu peux vraiment avoir une configuration où en fait quelqu'un choisit de construire une chaîne juste pour du trading haute fréquence ou juste pour des applications grand public avec des dizaines de millions d'utilisateurs ou juste des RWA avec des dizaines de milliards de dollars. C'est par nature un peu moins risqué pour certaines de ces entreprises, car elles savent qu'elles peuvent rollback la chaîne, ou elles savent qu'elles peuvent gérer des millions d'usages sans boucher le layer 1 de base, ou elles savent qu'elles peuvent avoir une super haute performance là-dedans, et je pense que d'avoir ce potentiel est aussi génial. Je ne crois pas que les layers 2 soient nécessairement toujours positifs à court terme, je pense que certains d'entre eux peuvent vraiment l'être, et je pense que des exemples comme Base ont été très positifs pour Ethereum dans son ensemble, par exemple. Mais je pense que le grand schéma des choses, sur un horizon de 5 à 10 ans, il y a beaucoup à gagner de ça. Donc tu parles un peu de BeaconKit qui est un mélange entre Comet BFT et l'EVM, je crois. As-tu des équipes qui construisent là-dessus? As-tu des noms en ce moment? Où est-ce adopté? Ok. Eh bien, je dirais que c'est au premier stade d'adoption, en ce sens qu'il y a 2 ou 3 groupes différents qui regardent pour construire autour. Mais je serai honnête en disant que l'adoption du BeaconKit n'a pas été notre principal argument et le principal point d'intérêt. Parce qu'au bout du compte, on doit penser à gérer une entreprise. Construire des logiciels open source, c'est génial, mais ça peut vraiment ouvrir de super possibilités pour les gens, mais à moins qu'il y ait un chemin clair vers l'accumulation de valeur pour les groupes qui ont vraiment construit ça et qui l'utilisent, c'est pas nécessairement le meilleur usage de notre temps. Cela dit, il y a quelques groupes avec qui on travaille en va-et-vient, et des groupes qui cherchent à aider et contribuer de plus en plus au BeaconKit, donc on est assez excité pour ça, mais ils sont aussi à des stades assez précoces et encore un peu cachés, à enlever des dollars en capital risque, etc. Et ils réfléchissent à des façons dont ils peuvent aider à améliorer le système avec le temps. Je vois. Donc on a parlé de la preuve de liquidité qui est live depuis hier. Donc on pourra avoir des incitations folles, je suppose. Peut-être un nouvel été de la DeFi, je l'espère. Qu'en attends-tu toi, personnellement? Je pense que c'est plus juste qu'on essaie de voir des trucs nouveaux et cool se passer. Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus excitant dans l'écosystème dans son ensemble. Et commencer à avoir des incitations ruisseler vers plein de nouveaux endroits. Et je pense qu'idéalement, ce sont des endroits qui apporteront de la valeur à Bera et à Odney et des alts forts dans l'écosystème. Je pense que dans le passé, on a vu des gens même on peut comparer à des trucs comme Avalanche Rush, ce que je ne pense pas, ce qui n'est pas tout à fait correct, mais c'était genre des incitations externes et ponctuelles. Alors que le Proof of Liquidity, c'est très clairement quelque chose qui a un degré d'accumulation de valeur pour les détenteurs du BGT. Et de l'autre, c'est un programme continu et durable qui est alimenté par la chaîne elle-même et ses émissions. C'est pas juste nous qui disons ok, on va demander à la fondation de débourser X milliards de dollars d'incitation. Donc ouais, je veux dire que c'est assez excitant partout. Je pense que on commence à voir certains obtenir une adoption vraiment cool, et je pense qu'on va voir des applications commencer à s'y pencher et poster différentes incitations, jouer à des jeux peut-être stratégiques au niveau de la blockchain, ce qui n'a pas encore été fait, et je pense que ça va être encore plus excitant. Donc les semaines à venir, alors que de plus en plus de gens s'y mettent, je suis très excité pour ça.
D'accord, et quelle est la sécurité autour de la preuve de liquidité? Car pas toutes les apps peuvent en faire partie, donc est-ce que c'est permissionné? Le sera-t-il toujours? Est-ce qu'il y a un KYC? Vérifiez-vous les émissions? Ouais, alors quelques trucs. Il y a différents niveaux à ça. Euh, et c'est très clairement décidé par la gouvernance. En ce sens que chaque équipe différente qui reçoit. euh, alors, laisse-moi. Je vais plutôt reprendre du début. Quand on a allumé Berachain, quand Berachain a démarré et que la chaîne est devenue live, le Proof of Liquidity, les émissions, n'allaient que vers une destination ou une application sur la chaîne, qui est le DEX, qui est genre intégré à la chaîne, et c'était voulu. C'était très clairement censé être ça. Et maintenant, on veut s'assurer que l'offre est effectivement décentralisée. On veut s'assurer qu'il y ait un endroit sûr où les gens peuvent déposer leur capital et gagner des émissions en BGT. Et on veut s'assurer qu'il y a, tu sais, genre, effectivement une base de capital qui se construit sur la chaîne aussi. Mais bien sûr, on ne veut pas que ça devienne juste osmosis. Voilà. Donc, je pense que le plus gros truc, c'était après une période où l'écosystème est stabilisé, la chaîne est dans un bon état, elle fonctionne, on peut commencer à retirer progressivement ces limiteurs de taux. Donc, il y a quelques parties de ce processus. Le premier, c'est la phase à laquelle on démarre la gouvernance, qui est effectivement nommée par la fondation BGT, principalement composée de gens qui sont hors de Berachain, comme des membres d'équipes des labs, des fondations, des auditeurs techniques, etc., des auditeurs économiques, des membres de la communauté, des gens qui ont effectivement fait partie du développement de Berachain ces dernières années. Donc, d'un côté, ils sont assez informés sur ce qui est net positif et ce qui est net négatif pour la chaîne dans son ensemble. Et de l'autre, ils n'ont pas un biais interne en soi de dire on aime cette application, donc ils doivent avoir un vault de récompense. Et ensuite, ces groupes sont effectivement aident à ratifier en fait ou refuser différentes propositions pour commencer. Et pour qu'une équipe soumette une proposition, il y a un processus assez extensif. D'un côté, il y a un formulaire de base qui est rempli et envoyé à ses membres du conseil, à notre équipe interne quantitative slash risque qui aide à commenter là-dessus aussi. Et c'est en gros en train de regarder quel est le pool, quel est le vol que tu veux inciter, est-ce que tu veux que les émissions soient dirigées, quels sont les tokens qui le composent, quels sont les audits de la plateforme, où est-ce que cette liquidité est hébergée, etc. etc. Donc comment est-ce que ça contribue à l'écosystème dans son ensemble. Et il y a une évaluation holistique au niveau social, technique et économique pour voir si il y a un moyen que ça puisse être hostile ou extractif en termes de valeur et est-ce qu'il y a un moyen que ça aide vraiment Berachain lui-même. Ces formulaires sont des propositions qui sont aussi postées sur les forums de gouvernance de Berachain pour que les gens puissent commenter dessus. Ils peuvent s'y engager, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas et ils peuvent dire que ça semble bien, que ça semble mal. C'est vraiment axé sur la transparence maximale. Et ensuite, dans les prochains mois, on passera à un système de gouvernance entièrement on-chain, donc ce ne sera pas un multisig qui exécute et ajoute de nouveaux volts de récompense, ce seront vraiment les détenteurs de BGT dans leur ensemble qui pourront contrôler entièrement, en disant que ça c'est bien, ça c'est mal, ce concept de gouvernance, ces gardiens, si tu veux, existeront encore pour mettre un veto au protocole hautement malveillant, disons que quelqu'un qui fait une attaque style curve, etc., pourrait être slashé par exemple, ils existeront en fait pour prévenir ce genre de choses. Mais en attendant, ce sera très clairement une question de juste laisser la chaîne se gouverner et laisser les gens qui ont fait le plus de boulot pour l'écosystème et mis le plus de pots en jeu recevoir des PGT pour faire le travail. Ok, donc penses-tu que la DAO est prête à avoir cette responsabilité actuellement? N'as-tu pas peur d'un risque de centralisation? Are you not scared about centralization, something like this? Dans quel sens est-ce que je m'inquiète de savoir si l'écosystème... Enfin, quelle est la partie qui inquiète? Because if you put the Car si tu mets tout sur la everything gouvernance, tu pourras avoir une yes, centralisation sur le some BGT centralization on dans une BGT. certaine mesure. Ouais, dans une certaine mesure, ouais, mais je pense que ça va émerger d'une façon ou d'une autre. Il y a déjà des groupes qui essayent de construire des LST autour de BGT, etc. C'est presque un choix inévitable. On a toujours
élément de centralisation, que ce soit les gardiens ayant un rôle dans le processus, soit on a un système qui est vraiment décentralisé et on donne le plus de pouvoir aux gens qui ont contribué le plus de valeur à l'écosystème, mais on a encore ce frein d'urgence, entre guillemets, ce processus de veto en cas d'urgence. Donc je pense que la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Tu sais, aller vers une gouvernance on-chain avec le temps semble être la chose la plus proche, qui est à la fois alignée avec l'éthos de la décentralisation, juridiquement solide, et c'est quelque chose qui permettra à la chaîne de prospérer d'une manière qui est très durable. Donc, bien sûr, ce sera une question de s'assurer qu'il y a aussi le bon type de consensus social, qu'il y a les bonnes mesures de sécurité en place, pour que si quelque chose de mal devait se passer, qu'il puisse y avoir un moyen de le réparer. Mais tu ne peux pas non plus avoir une situation comme sur Blast où quelqu'un juste va venir et dire ok, on va annuler ceci, cela et rollback la chaîne. Et j'ai vu aussi d'autres avis sur la centralisation des validateurs. Peut-être que tu as déjà répondu avec le consensus social, mais as-tu pensé à cela si les validateurs obtiennent toutes les incitations et monopolisent tout toute la preuve de liquidité? Je pense que la seule façon que ça puisse arriver, c'est si un validateur, un groupe de validateurs, obtient tellement de BGT qu'ils peuvent remplir chaque incitation. Mais si c'est le cas, bah, bien joué. Je veux dire, je dis pas ça dans le sens que la sécurité de la chaîne, de toute façon, va être répartie sur un tas de gens et que ce groupe de 69 validateurs maintenant, ce sera presque 100 dans le futur. Les validateurs vont être encore responsables de sécuriser le réseau de toute façon, mais de la même manière que Lido contrôle quoi, 30% du stake d'Ethereum, quelque chose comme ça, et Coinbase dans une position similaire, j'oublie exactement les chiffres. Si tu construis un système que les gens veulent utiliser, alors je pense que l'économie peut respecter ça aussi. Je pense que cependant, il y a déjà plus de systèmes en place sur Berachain que presque n'importe où ailleurs à ce stade qui permettent à de nouveaux validateurs ou permettent aux validateurs d'avoir des avantages compétitifs les uns sur les autres. En ce sens que les validateurs sur Berachain peuvent choisir de diriger leurs émissions vers différents protocoles. Donc avec ça, tu incites par nature les gens à avoir différents niveaux. Enfin, tu permets effectivement par nature aux gens de choisir la préférence de risque quand ils délèguent à toi. Donc, la plupart des validateurs ne peuvent pas nécessairement avoir ce degré d'opinion dans une chaîne Proof of Stake standard, mais dans ce cas, il y a en fait des façons significatives pour un validateur de se démarquer des autres. Donc, écoute, il y a plein de nuances là-dedans, et quelqu'un pourrait dire que ce validateur est bien plus gros que celui-ci, que celui-là, donc je vais déléguer à ce peu petit validateur, mais ceux qui choisissent vraiment d'aller dans les détails et comprendre les technicités autant que possible, je crois que ça incite en fait par nature à la décentralisation du staking que la plupart des autres systèmes. D'accord, d'accord. Et tu parles un peu du set de validateurs. Donc tu as dit qu'actuellement il y en a 69. Vas-tu augmenter le nombre de validateurs? Quel est l'objectif final? Je pense que la raison est bien entendu autant que possible, mais il y a très clairement un compromis de performance à faire. Berachain utilise encore Comet BFT en coulisses pour le consensus et ça demande un tas de connexions peer-to-peer et des interactions. Et si cet ensemble devient trop grand, alors tu finiras juste par avoir trop de gossip, trop de bruit sur la chaîne et tu te retrouves dans une position où les temps de bloc sont très lents. Et là maintenant, Berachain est autour de quelque chose comme 2 secondes de temps de bloc. J'adorerais trouver un moyen de ramener ça encore plus bas avec le temps, vers la plage peut-être d'une seconde, et pour avoir la meilleure expérience utilisateur la plus fluide possible de ce point de vue-là. Je crois que sans trop partir dans des détails compliqués, il y a plein de boulots qui peuvent être faits rapidement pour améliorer l'UX sur le côté front-end, qui ne chevauche pas nécessairement avec le temps de bloc sous-jacent de la chaîne ou le gaz par seconde. Mais la réponse pratique est que je pense que nous aurons un ensemble de validateurs, probablement 100, 150, qui feront la recherche principale et on trouvera aussi des choses pour améliorer avec le temps. Donc nous n'arrivons pas dans une situation où c'est comme, on dirait que c'est maladroit à utiliser, mais vous savez que l'écosystème et le réseau sont assez robustes. Oui, oui, je crois qu'Hyperliquid utilisait aussi avant Comet BFT et actuellement ils utilisent une variante .stuff. Plus tard, pensez-vous que ce sera une option ou pas du tout? Là, c'est quelque chose que je dirais que nous avons discuté en interne de manière préliminaire. Je pense que beaucoup
il y a quelque chose à apporter, effectivement. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui émergent avec le hot stuff, le développement du hot stuff. Ce n'est pas quelque chose sur quoi je suis personnellement assez compétent pour l'instant pour commenter de manière éclairée, mais ce que je peux dire, c'est qu'en regardant les gros titres et ce que je sais en petits morceaux, c'est intéressant, effectivement, bien entendu. Et le diable est dans les détails. Pour être honnête, j'ai beaucoup d'amis qui ferment les airdrops et ils aiment Berachain car il y a une vibe, mais souvent ils disent qu'il manque de killer app. Qu'en pensez-vous? Avez-vous un plan pour cela et quel est ton avis par rapport à cela? Mon avis est que beaucoup de killer apps émergent dans certaines conditions de marché. Je pense que maintenant, ou peut-être même ces derniers mois, essayer de lancer une soi-disant killer app pourrait être un exercice futile, car dans la plupart des cas, quand les marchés se contractent et que les situations sont baissières, ça étouffe le feu. Donc, quelque chose qui pourrait facilement devenir un moteur de croissance quand les gens sont un peu frileux, peut avoir bien moins de chances de se propager et de croître. Donc je pense que nous sommes bien plus susceptibles de voir ces killer apps émerger dans les prochains 3 à 6 mois et probablement même plus tôt. Et je pense qu'il y a encore plusieurs opportunités différentes pour que cela puisse se produire. Mais je pense que cette explosion doit se produire pendant un moment où le marché est un peu prêt à prendre des risques. Car je pense que pour atteindre l'échelle qu'on peut qualifier de killer app, il faut que les gens soient prêts à expérimenter. Et je dirais que récemment, même jusqu'à très récemment et même encore maintenant, les gens sont assez hésitants à faire beaucoup de choses et aller au-delà de rester les bras croisés. Et je pense qu'on est passé d'un hyper risque, comme les mêmes coins uniquement, à un hyper sans risque. Et maintenant, on se normalise un peu et on trouve cet équilibre plutôt heureux. En bref, je crois qu'il y a quelques-unes qui sont à l'horizon. Je ne voudrais pas porter malheur en disant que ce qui pourrait être des killer apps, mais dans mon esprit, il y a probablement 10 à 15 groupes différents à l'horizon qui sont en train de construire des choses qui peuvent être des gagnants. Donc selon vous, cela veut dire que les killer apps arriveront d'ici là à 3 à 6 mois, donc cela signifie que vous êtes haussier pour le reste de l'année. Je veux dire que je ne suis pas assez malin pour savoir si je dois être haussier ou baissier, mais je pense que je dois être perméable car je gère une altcoin et je dirige une entreprise. Mais je pense aussi que d'après le temps passé avec des centaines de personnes les plus intelligentes que je connaisse, je pense que la réponse simple est qu'il n'y a jamais eu un écart aussi large entre le sentiment des natifs crypto et les gens avec de l'argent réel. Et ça, vous savez, en soi, c'est une phrase un peu tordue, mais c'est aussi vrai, vous savez, les gens sur la timeline se tordent les mains parfois et disent «Oh, ça va à zéro, tout est fini, etc., etc.» Et puis d'autres, vous savez, qui je dirais, dans la plupart des cas, contrôlent ou aident à déployer bien plus de capital, sont incroyablement haussiers. Vous savez, la structure du marché est bien mise en place, surtout d'un point de vue réglementaire, et je pense que le vent a tourné. Et dans le passé, il y avait beaucoup d'optimisme incessant, où la croyance que les institutions venaient acheter nos bagues, ce qui rendait les gens haussiers, et maintenant c'est ok, les institutions se préparent à décider où déployer du capital, mais elles essaient aussi de le faire d'une manière beaucoup plus institutionnelle et basée sur des fondamentaux et beaucoup moins comme oh ça va monter parce que ils ont une grande communauté sur Twitter ou beaucoup moins que ça va monter parce que les vibes sont bonnes. Et peut-être que ça fait partie du jeu, mais je pense que les gens reviennent un peu plus tard, un peu plus aux fondamentaux et aux choses qui peuvent être comprises dans un modèle économique traditionnel. Et je pense que dans ce contexte, vous savez, les choses sont assez haussières, car quand on regarde où nous en sommes maintenant par rapport à il y a 2 ou 3 ans, il y a énormément de choses fondamentalement meilleures pour générer du rendement. Il y a beaucoup de produits financiers plus sophistiqués, à la manière d'Ethena par exemple. Il y a des groupes qui commercialisent des gros produits de staking sous la forme d'EtherFi par exemple, et qui rendent ça accessible aux consommateurs. Il y a des gens qui rendent l'espace bien plus accessible en termes d'abstraction de compte, comme Biconomy, FunXYZ, ce genre de choses. Bref, toutes ces choses facilitent grandement la vie des gens et rendent plus facile le capital institutionnel pour qu'il puisse arriver. Donc, vous savez, c'est pourquoi je pense qu'il y a un assez bon cadre pour que dans les
prochain temps. Je ne sais pas avec certitude dans quelle direction ça va aller, mais ça peut aller mieux. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Juste pour revenir sur le sujet de votre point de vue personnel, y aurait-il une application qui vous intéresse énormément? Vous savez, une app dont vous voulez parler, quelque chose que vous regardez, ou quelque chose qui n'est pas encore live. Oui, alors j'hésite à en dire autant parce que on ne sait jamais ce qui va être live, donc ça ne l'est pas, mais je pense qu'il y a comme je pense que beaucoup des meilleures applications sortent presque quand vous n'en avez aucune connaissance parfois. Comme je pense que les 2 types d'applications qui tendent à bien marcher dans un écosystème, ou celle où l'équipe principale a été fortement impliquée et connaît toutes les subtilités, il y en a pas mal de celles-là et il y a, heu, qu'est-ce que ça s'appelle? Et disons qu'il y a des applications qui, ont énormément de traction parfois rapidement. Je pense que beaucoup de gens ont aimé récemment, une application qui fait partie du programme Build-A-Bear qui s'appelle Stablehold et nous pensons que c'est très drôle parce que c'est un peu le fonds spéculatif, cheval. La blague, et le produit réel que je trouve assez intéressant ici, c'est qu'il s'agit effectivement d'une propriété fractionnée d'écuries de chevaux et d'abord les gens y pensent en termes de: «Oh, vous savez, vous pouvez parier sur des chevaux et voir, s'ils gagnent des courses et cetera» et ça fait partie de l'équation, mais je pense que c'est la partie la moins excitante et je pense que la partie bien plus excitante par contre est l'élevage de chevaux car, tant de ces syndicats ou tant de chevaux sont possédés par ces syndicats, et en gros vous pouvez prendre un cheval primé, bien pédigré, qui pourrait coûter entre, je sais pas, 750 000 et 1,5 million et on pourrait faire, une levée communautaire, l'acheter et ensuite si c'est un champion, retraité, vous pouvez faire reproduire ce truc, et cetera. Ce qui veut dire que vous allez gagner 5 à 25 000 par coup. Heu et j'utilise des chiffres que je ne crois pas être profondément, précis, mais qui sont directionnellement corrects et disons qu'avec ça, vous savez, vous pouvez obtenir quelque chose comme 300 d'APY sur l'élevage de chevaux et je trouve ça hilarant et je pense que c'est une des choses qui, comme vous le savez, dans un marché, c'est quelque chose qui est rare d'intéressant. Il y a un attrait intéressant d'un point de vue presque psychologique, car je pense que beaucoup des nouveaux riches veulent trouver un moyen de s'engager dans des choses codées, à l'ancienne, comme les courses de chevaux, les paris sur les chevaux et cetera et c'est aussi juste de l'argent bien gagné. Donc je pense que toutes ces choses sont des trucs intéressants, sur Berachain et c'est pour ça que j'ai été excité récemment, en termes d'application. Ok, très intéressant. Vous savez, il y a eu énormément de hype avant le mainnet de Berachain pendant toute une année, voire même deux. On a vu des événements qui étaient fous. Et comment avez-vous fait pour faire perdurer cette hype dans le temps? Je ne pense pas que on ait besoin du même degré de hype après le mainnet, car avant le mainnet, les attentes ne sont pas intégrées, et après le mainnet, elles le sont. Donc vous voulez en fait secouer les gens qui étaient juste là pour, surfer sur la hype et je pense que vous voulez construire une communauté très forte autour des gens qui restent et qui sont aussi, excités par la réalité du projet qu'ils l'étaient par, son imagination et ensuite vous voulez reconstruire. Je ne sais pas si c'est vraiment reconstruire, mais vous voulez avancer avec ces gens et je pense que Solana est un bon exemple de ça. En ce sens qu'il y avait une super hype à un moment, une sorte de voyage héroïque qui a été complètement, giflé ensuite avec toutes les affaires FTX, cet écosystème entier et cetera, puis qui est redevenu bien plus fort et je pense qu'il voit ça encore dans cette vision, et avec les mêmes coins aussi. Il y a eu un bon degré d'extraction, puis ils reviennent à pleine vitesse et je pense que c'est un peu comme l'énergie que nous trouvons excitante et durable. Je comprends, heu Je reçois souvent cette question car de nos jours, il y a énormément de Layer 1 très rapides, voire même incroyablement rapides. Et vous, vous n'arrivez uniquement avec 2 secondes de block time, peut-être quelque chose comme 80 transactions par seconde. D'abord, allez-vous améliorer cette métrique et pensez-vous que cela sera suffisant pour capter plus de parts de marché? ouais, je veux dire, je pense pas.
que toutes ces chaînes à temps de bloc ultra rapide aient commencé avec la même thèse de nous allons avoir le meilleur écosystème DeFi possible. Même si vous regardez ces chaînes qui ont des temps de bloc très rapides en ce moment, comme Sei par exemple, cette thèse ne s'est pas vraiment concrétisée. Et ce n'est pas censé être une critique envers Sei ou qui que ce soit d'autres d'ailleurs. C'est juste que je ne pense pas que la réponse que les gens cherchent d'un point de vue d'adoption soit des temps de bloc plus élevés, plus rapides. Je pense que c'est une bonne narrative, des temps de bloc plus rapides. Je pense que c'est une bonne narrative et je pense que ça peut être un bon indicateur et un bon outil pour améliorer l'expérience utilisateur. Et je pense aussi que ça vient avec son propre lot de problèmes massifs en termes de front-end, de site web, de RPC, d'infrastructures de portefeuille, etc. Donc, dans certains cas, vous pouvez finir par créer plus de problèmes que vous n'en résolvez, du moins à première vue. Mais je pense que nous aimerions continuer à réduire le temps de bloc, mais jusqu'au point où... enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un seuil. Il y a probablement deux façons différentes de voir ça. Une, c'est que vous voulez juste pouvoir cliquer sur le bouton, cliquer sur confirmer, et puis la transaction se confirme en une seconde par exemple, ou quelque chose du genre. Et je ne pense pas que les gens perdent la tête s'ils doivent attendre une seconde ou deux. Je pense que quand vous arrivez à 3, 4, 5, etc., vous dites qu'est-ce qui se passe, etc. Les gens, je suis pas sûr qu'ils paniquent. Vous avez un changement dans l'expérience utilisateur, mais je pense que nous avons élégamment accompli certains front-ends de DApps et je pense que des solutions d'abstraction de compte aussi sont utiles dans ce sens-là. Donc, vous savez, je pense que l'autre extrême, c'est peut-être là où MegaTH essaye d'aller, où vous cliquez sur un bouton et la transaction est confirmée même avant que une seconde soit écoulée. Et je pense que c'est une chose qui plaira aux gens, de manière certaine, et j'espère que ça marchera vraiment bien. Je ne pense pas que ce soit par contre la seule solution ultime, et je pense que c'est une amélioration UX intéressante. Mais je ne pense pas que construire une chaîne uniquement sur ça soit la solution ultime. Ouais, c'est Je vois, je vois. Et And the récemment, nous recently, avons vu we've Paradigm seen arriver Paradigm avec la with validation sans état. state place Est-ce que ça pourrait être quelque chose validation. qui It could be something la that, rendrait plus rapide? make it faster. Are you interesting? Yeah, Oui, because it's EVM, right? 100%. 100%. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé, mais potentiellement, That's oui. very interesting. Parce que vous êtes une nouvelle Just chaîne, one last vous critiques, avez but énormément de you're critiques, a ce new qui chain, est so you got a normal lot of critics. That's pour le basic. début. Tout le Um, monde se pose la question, everyone pourquoi say avons-nous why do we besoin need d'un nouveau a layer new 1, un layer layer 1 EVM or not? EVM ou pas? Why do Pourquoi vous? why do we Pourquoi need nous en this? avons besoin? What's your vision? Quelle est ta vision? Je pense que ça va un peu vers ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, dans le sens que vous avez, il n'y a pas de chaînes en ce moment qui sont construites en faveur des applications, elles sont construites en faveur des fournisseurs d'infrastructures, dans certains cas des délégateurs de staking, mais aucune de ces chaînes ne donne le pouvoir aux applications et aux utilisateurs d'ailleurs. Et je pense que la thèse collective, est que si la crypto veut gagner, scaler à long terme, ce sera largement défini par les applications, et les applications qui, idéalement, accomplissent des choses qui ne peuvent être pas facilement faites via des rails traditionnels, et qui permettent à celles-ci de scaler à des millions de personnes. Je veux dire que mon avis ici, c'est que Berachain est une chaîne qui donne la meilleure chance aux applications de réussir d'un point de vue mécanique et apporte de loin la plus grande valeur à la couche applicative. Donc, vous savez, c'est un peu là où va ma réflexion sur ce point. Et je pense que c'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle layer 1 qui aide vraiment à construire ça avec la couche de base. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que nous avons vu d'autres chaînes commencer à adopter un mécanisme similaire, que ce soit des programmes VIP, des choses avec Korn aussi, mode avec les émissions VE. Enfin, toutes ces choses sont un peu adjacentes à la Proof of Liquidity et je pense que c'est juste une prise de conscience croissante par le marché que la manière pour une chaîne de gagner, c'est de favoriser les applications. Oui, vous savez, le risque est la fragmentation. Mais pensez-vous que parce que votre IVM est compatible, que vous pouvez être composable avec tout Ethereum et son écosystème de Layer 2? Nous avons tous les bridges majeurs qui supportent notre côté. Il y a plus d'entrées vers Berachain que vers toute autre chaîne indexée ailleurs. Il y avait plus de TVL chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc
Je pense que nous sommes assez accessibles de ce point de vue-là et j'espère juste que ça continuera de Eh scaler. bien, est-il possible que vous puissiez être ajouté au travail d'Acros sur la superchain ou quelque chose comme cela, ou pas du tout? Je pense que je ne peux pas dire que je suis assez compétent du côté de la super chain par ma compréhension, mais c'était là où il fallait être sur l'OpiStack. Euh, je suspecte que ça pourrait être plus difficile dans notre cas, mais avec des briques, ça sera faisable. Oh, ok, d'accord. Et quel est le prochain plan? Vous savez, car nous avons eu la preuve de liquidité hier, quel est le prochain plan pour Ebera Chain cette année? Je pense que c'est de prouver que le Proof of Liquidity fonctionne et est durable. C'est un nombre d'améliorations côté produit slash UX aussi sur lesquelles on va travailler. C'est probablement rendre le processus d'accès plus simple pour avoir des récompenses, rendre le Proof of Liquidity plus simple d'un point de vue applicatif, aider à afficher autant d'informations possible sur comment ces marchés d'incitation fonctionnent, faire tout ce qu'on peut pour rendre en fait simple pour les gens d'interagir avec les parties de Berachain qui vont au-delà de la norme. euh, comment, le bon mot, enfin, disons dans les proof of chain, dans les proof of stake classiques. Donc, je pense que c'est un peu la prochaine grande chose sur laquelle nous allons passer du temps. Je pense qu'il y aura beaucoup de travail que les gens n'attendent pas sur le côté un peu plus traditionnel, institutionnel. Parce que le fait est que beaucoup d'entre nous viennent de milieux plus traditionnels, ne sont pas étrangers à ça, n'ont pas de problème et peuvent construire des tas de choses, donc surtout à des produits qui peuvent plaire aux institutionnels. Donc je pense qu'au-delà des améliorations, il y aura aussi le fait d'aller travailler avec des institutions et également de suivre les mises à jour du côté d'Ethereum pour peut-être les implémenter aussi de ce côté-là. Donc beaucoup de choses. Ok, ok, très intéressant. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin et continuer à construire? Je pense que j'apprécie le fait que Berachain ne fasse pas tout à fait sens encore. Euh, quand je dis ça, je ne veux pas dire que là, c'est d'un point de vue de l'utilité. Je n'aime pas le fait que ça ne se fasse pas. J'aime le fait que ça ne fasse pas toujours sens d'un point de vue utilitaire. Je pense que c'est hilarant qu'un groupe d'ours anonymes ont commencé avec un projet NFT, ont renversé le playbook sur beaucoup de parties différentes et fini par construire quelque chose qui est cool, culturellement correct et qui a beaucoup de retard, de choses bêtes autour de Berachain, mais dans le même temps, il y a beaucoup de compétences. Donc je crois à l'intersection de ces deux choses et c'est le plus excitant. On travaille pour ça et c'est la chose la plus gratifiante à voir et c'est ce que probablement les gens ont en tête également quand ils construisent des choses autour de Berachain. D'accord, génial. Je n'ai plus que deux questions. La première, aurais-je manqué un sujet ou voudrais-tu parler d'autre chose? À première vue, pas vraiment, hein. Tout est très bien. Et la seconde, d'habitude, je demande si vous avez un conseil, car vous êtes dans l'écosystème depuis plusieurs années maintenant. Peut-être que vous avez énormément d'expérience. Et quel conseil serait à quelqu'un qui, vous savez, veut faire partie de l'aventure, apprendre sur la crypto, et comme ça? Je pense que la meilleure chose, ça dépend de quel angle vous abordez, mais je pense que la meilleure chose, c'est si vous êtes quelqu'un qui veut apprendre sur la crypto, la meilleure façon de le faire, c'est d'apprendre en faisant. Je pense qu'on peut regarder des vidéos, lire des guides ou peu importe, mais rien ne remplace l'expérience de mettre votre propre capital sur la chaîne et dire tant pis, je vais tenter le coup. Je pense que pour quelqu'un qui cherche à construire, je pense que maintenant, plus que jamais d'ailleurs, c'est un moment où le space crypto a besoin de capital humain de haute qualité et des talents qui vont au-delà de la norme. Et je pense que, peut-être encore plus important, l'espace a besoin de gens qui sont prêts à proposer de nouvelles idées. Et je pense que la plus grande chose qui manque à la crypto, c'est aussi juste des nouvelles idées intéressantes qui devraient exister. Donc, je pense que c'est une de ces choses où vous voulez que des gens audacieux, vous voulez des gens qui ont de la nouveauté dans la tête, et vous voulez des gens qui sont prêts à mâcher beaucoup de verre, comme on le dit, pour accomplir une certaine chose. Mais je pense que ça peut être aussi très, c'est quoi le bon mot? Ça peut être très précieux pour le bon groupe. Ok, ok.
Thanks a lot, Smokey. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à suivre du coup Smokey sur X et puis toute la team. N'hésitez pas à suivre le compte X de Berachain. Et puis sinon, vous allez sur notre Discord qui est gratuit et poser des questions. Nous, on maîtrise plutôt bien le sujet. Et voilà, merci d'avoir regardé. Merci Thank you beaucoup a lot, Smokey d'être Smokey, for venu, j'ai coming. vraiment I apprécié. appreciate. C'était vraiment très It was really intéressant interesting. et j'espère le And meilleur all pour the best for Berachain. Berachain. Merci tout le monde. À plus tard. See you, man.